comprendre. Alors du coup, j'ai été voir ce que dit Gramsci. Quelqu'un connaît Gramsci dans la salle? Ouais, non, vous avez fait technique, vous n'avez pas fait lettres. Gramsci, c'est un philosophe italien. Et Gramsci dit ça. Il dit que la transition, c'est aussi le moment où ce qui devait disparaître n'est pas encore vraiment parti, et ce qui devait naître n'est pas encore vraiment arrivé. Et Gramsci fait référence dans cet extrait de texte à des monstres. Alors, il y a plusieurs significations à monstre, mais je me suis quand même demandé de quoi il me parle. Il me parle de mythologie, il me parle de dessin animé, il me parle de je sais pas. Donc je suis allé voir ce que voulait dire monstre en latin. C'est un truc qu'on fait pas assez dans la vie. Enfin, je sais pas si vous le faites régulièrement, moi ça m'arrive une fois tous les 3 ans, et ce jour-là c'était la bonne, parce qu'en fait monstre, ça veut dire monstrare, ça vient de monstrare ou de monstrum, qui veut dire pour l'un montrer et pour l'autre avertir. Et pourquoi on base notre conférence sur cette phrase? Tout simplement parce que notre idée, en intervenant ce soir ici comme ailleurs, c'est de pouvoir montrer et avertir les enjeux et peut-être parfois les dangers de ces transitions, de ces mutations. Après, on en a vécu plein des transitions. Enfin, c'est pas la première fois que notre monde est en mutation, qu'il y a des changements. Est-ce que les archives, vous pouvez lever la main, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Donc, faut pas que je me plante. Donc, je suis que tailleur de pierre. Donc, grosso modo, on en a vécu plein. Ce qu'on ne sait pas, c'est quand ça a réellement commencé, quand ça s'est réellement terminé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y en a eu dans l'architecture. On peut prendre l'exemple de l'art roman à l'art gothique. Il y a eu toute une phase où on ne savait pas trop si le bâtiment était vraiment roman ou gothique. Et toute cette phase a duré, on va dire, 200 ans. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette transition entre l'art roman et l'art gothique? Eh bien, c'est les innovations techniques et technologiques. L'objectif des gars de chantier et de toute la sphère de la construction, c'était finalement de pouvoir s'élever plus haut. Et pour ça, ils se sont rassemblés, ils se sont dit, il nous faut des nouvelles techniques de construction, il nous faut du nouveau matériel, il nous faut des nouvelles techniques de levage. Et finalement, l'innovation a amené cette transition, a amené cette mutation. Mais alors, il n'y a pas que ce type d'innovation qui amène des mutations. Il y a aussi tout ce qui est des innovations sociales, comportementales. Je sais pas, est-ce que vous avez une idée d'une innovation sociale qui aurait pu perturber le cours de l'histoire, là, tout de suite? Internet, plutôt innovation technologique, avec un fort impact social. Les congés payés, le droit de vote des femmes. Voilà. Donc il y a tout ce type d'innovation qui amène finalement une grosse perturbation dans la société, dans notre structuration. Et aussi des innovations organisationnelles. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas forcément... Ces innovations, elles ne sont pas forcément séparées. Elles sont toutes reliées. Et finalement, l'une amène l'autre. L'innovation organisationnelle va demander de nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies vont amener peut-être des innovations sociales et comportementales. Donc finalement, ces transitions, ces mutations, on les a toujours connues. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, on est dans une forte accélération de ces transitions. Si on prend donc la transition entre l'art roman et l'art gothique, c'est à peu près 200 ans. Entre l'apparition de l'ordinateur et le smartphone, c'est à peu près 50 ans. Voilà. Donc ça va de plus en plus vite et ça s'accélère. Et en ce sens, nous on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que ça s'accélère? Quels sont les facteurs qui font que ça s'accélère? Et on a repéré 2 facteurs, la révolution digitale, numérique, technologique, la robotisation, et aussi la transition énergétique. Merci. Alors on dit transition énergétique, et en fait ça c'est déjà le passé, c'est ce qu'on disait au XXe siècle. Aujourd'hui on parle plutôt de transition environnementale, parce que quelques-uns un peu plus malins que d'autres se sont dit qu'il n'y avait pas vraiment d'énergie sans environnement, donc je vais vous parler d'abord d'environnement. Et Fabien montrait tout à l'heure le passage de l'art roman à l'art gothique, du coup qui est une élévation. Je vais pas vous parler d'une autre forme d'élévation. Alors je cherchais la mer à Épinal. Normalement j'adapte, promis, normalement c'est différent à chaque fois, mais j'ai pas trouvé. Donc du coup, l'île c'est là où j'habite et je vais vous montrer ce qui va se passer chez moi dans les années qui viennent. Donc ça c'est la côte, près de l'île, vers Calais. Quelqu'un est déjà allé par là? Ah, ok. J'ai vu sur le palais de la Cible, il y avait quelques-uns qui venaient de là-bas.
Et ça, c'est le niveau de la mer aujourd'hui, à 0. On sait, et de façon de plus en plus appuyée, qu'à la fin du XXIe siècle, alors a priori, moi j'aurais plus mal aux dents, mais certains d'entre vous seront probablement encore là. À la fin du XXIe siècle, le niveau de la mer, globalement, aura monté d'1 mètre. Bon, vous voyez qu'ici, c'est en dessous du niveau de la mer à la fin du XXIe siècle. Vous allez me dire, c'est pas très grave, hein, on va mettre une grosse digue là, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas, madame la marquise. Ouais, sauf que ça, c'est un des scénarios. Il y en a d'autres. Celui-là, on est à 1. Ça, c'est si l'eau monte de 5 mètres. J'y reviendrai sur ces différents scénarios. Vous vous rendez compte que si vous avez investi là, dans l'immobilier, vous avez quand même probablement tout gagné. Vous êtes passé d'un pavillon avec plein de voisins et une route à propriétaire d'une île, quand même. Je veux dire, la modification que ça engendre au niveau du coût de l'immobilier. Vous êtes les rois du pétrole. Bah, quand même, il vaut mieux aller en Méditerranée pour ça. Et je parle d'élévation du niveau de la mer. À votre avis, quel est le principal facteur d'élévation des océans? Le réchauffement climatique qui génère quoi? La fonte des glaces. Est-ce que quelqu'un a une autre réponse que celle-là? L'élévation de la température de l'eau. Et ça fait quoi, ça? Ça dilate l'eau. Il y a des enjeux dans la salle? Ouais, voilà. Vous savez, hein, tout ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes, dans leur idée, se disent « Non, mais on n'a qu'à attendre que ça ait fini de fondre, et puis on n'en parle plus. » En fait, ça marche pas. Ça continue. C'est juste avoir ça à l'esprit quand on parle de l'élévation de l'océan. Et puis vous l'avez compris, je suis en train de vous parler de dérèglement climatique. Donc je vais vous parler de 2-3 petits détails qui concernent vous et le reste du monde concernant le dérèglement climatique. Alors, on parlait d'augmentation des températures. À votre avis, sur le XXe siècle, la température moyenne du globe est montée de combien? 10 degrés? Heureusement que non. 2, 0,5, 1,8. Alors, les scientifiques se bagarrent entre 0,8, enfin 0,7 et 0,9. Donc, du coup, moi, je dis 0,8. Comme ça, je me bagarre avec personne. Les prévisions d'augmentation des températures moyennes sur le globe sur le XXIe siècle sont de minimum 1,5 et maximum, c'est le scénario pessimiste, 4,5 degrés. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ces questions de température. Ah oui, si, quand même, un truc. Il y a Trump, il a dit un truc l'autre jour, ça m'a fait rigoler. Ça, c'est de l'augmentation globale. C'est pas parce qu'il continue à geler sur le balcon de Trump en hiver qu'il n'y a pas de dérèglement et de réchauffement global. Hein. Juste, je mets ça là. Vous sentez peut-être plus malin qu'un président des États-Unis, ce sera peut-être pas tous les jours. Je vais passer rapidement là-dessus, mais c'est intéressant. La modification des précipitations. Souvent, on se dit non, mais de toute façon, c'est pas grave, il fera juste un peu plus chaud, et vu qu'on habite à Épinal, finalement, c'est pas très très grave, quoi. S'il fait 2 degrés de plus, ouais, mais en fait, non. En fait, non, parce que c'est aussi et surtout une modification des précipitations. Alors, si on sait que dans le sud du monde, il va faire de plus en plus chaud et de plus en plus sec, ce qu'on oublie de dire, c'est que dans le nord du monde, donc nous, il va faire de plus en plus lourd et de plus en plus humide. Ça a un impact sur la santé, l'agriculture, etc., etc. Un truc dont je parle peu et dont on entend très peu parler, c'est la question de l'acidification des océans. Alors ça, on ne sait pas vraiment ce que ça va faire. On sait que c'est en cours, parce que justement, ça se réchauffe, les océans récupèrent, l'océan c'est un peu de carbone aussi qui récupère tout le CO2 qui est émis, et on sait que ça s'acidifie, mais on ne sait pas à terme qu'est-ce que ça va générer pour nous et puis pour le reste de l'écosystème. Alors, il y a certains qui disent des trucs, mais c'est pas tellement pas réjouissant, je préfère pas en parler. Un dernier sujet, c'est le déplacement des populations. Sur les 30 dernières années, 30 dernières années, on peut parler, l'ONU a déclaré 20 millions de personnes comme étant réfugiés climatiques. Alors, de la même façon que pour la transition énergétique, transition environnementale, le nom a changé, c'est devenu réfugié environnemental, parce que c'est pas que le climat qui génère des déplacements. 20 millions de personnes, ça fait pas énorme à l'échelle de la planète.
Bon, ça fait un tiers des Français qui doivent quand même partir en vacances prolongées, mais ça fait pas énorme. Ce qui est énorme, c'est ce qui arrive. C'est des prévisions de l'ONU qui disent que sur les 30 prochaines années, il y a 500 millions de personnes qui vont être sur les routes. Ça vous inspire quoi? Des bouchons? Ouais, ouais, carrément. Ouais. Modification de l'habitat. Ah, c'est bien, vous arrivez à vous figurer ce que ça fait, parce que moi je suis incapable de voir ce que ça fait 500 millions de personnes. Je sais que ça fait quelques fois la France, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Quand je vois les bouchons qu'il y a sur le périph' parisien le matin, je me dis, c'est tout ça, voilà, les bouchons. Et du coup, je me suis dit, comment j'arrive à transcrire ça à mon échelle, à mon niveau d'être humain, en fait. Comment j'arrive à m'imaginer ce que ça représente. Et par chance, j'habite dans un immeuble où il y a une dizaine de familles, un petit immeuble dans le centre-ville de Lille. Et en fait, d'avoir 500 millions de personnes qui ont plus de chez eux, c'est comme s'il y avait une de ces 10 familles qui habitait dans le couloir. Ça fait ça, à l'échelle de ma vie. 500 millions de personnes sur la route, ça fait un bonhomme, enfin une famille, de parents, 2 enfants qui vivent dans le couloir. Et ce que ça m'a amené comme réflexion le matin, où j'étais peut-être un peu moins mal réveillé que d'habitude, je me suis dit, mais en fait, j'ai beau fermer ma porte à clé, mais en fait, il faut quand même que je sorte à un moment. Et ça fait ça, 500 millions de personnes qui ont plus de pays. Juste une anecdote là-dessus. Le principal facteur de la guerre en Syrie, de déstabilisation du pouvoir syrien, c'est 4 sécheresses consécutives. Vous vous souvenez des migrants, tout ça? Il n'y en a que 30 000 qui passent par la France. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ce sont des facteurs environnementaux qui déclenchent ce genre d'événements et qui arrivent finalement jusqu'à nous toucher, nous perturber dans notre quotidien. Bon, on fait pas rien. Qui a déjà entendu parler de la COP 21? Pas mal. Qui avait entendu parler de la COP 20? Ah, cocorico, hein. Ça n'aurait pas été chez nous, c'était pareil. Juste rapidement, la COP 21, donc la COP, c'est la conférence des parties. Les parties, c'est 195 pays du monde plus l'Europe. Ne me demandez pas pourquoi ils ont mis l'Europe en plus des autres pays d'Europe. Quand même deux grandes orientations. Bon, réduction des gaz à effet de serre, pas mal. Réduire la température, la hausse globale, en dessous de 2 degrés. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Ouais. Ouais. C'est ça. Si. Le 2 degrés, c'est un peu l'inévitable, quoi. Oui. Et tu as complètement raison, il y a ce qu'on appelle un facteur d'emballement au-delà de 2 degrés. Et vous vous souvenez des 5 mètres tout à l'heure, là? Où l'île devient une île. Eh bien, ça fait ça. En fait, pourquoi tout le monde s'accroche sur ce 2 degrés? C'est parce qu'en fait, après, les modèles des climatologues, ils pètent. Ils savent plus ce qui se passe, sauf qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est le bordel. Donc il y a une COP23, alors je l'ai trouvé un peu cynique cette COP23 parce qu'ils ont appelé COP23 Fidji, donc ils ont dû se dire putain c'est la dernière fois qu'on doit pouvoir encore parler des Fidji en tant que pays émergé. Et il y a une autre chose que j'évoque pas souvent mais c'est intéressant, il y a eu pendant la COP21, je ne suis pas sûr que ça marchera, mais il y a eu un principe de réciprocité. En gros les pays riches vont payer pour les pauvres, pour qu'ils puissent se développer directement sur les questions d'énergie renouvelable. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'il y a eu un droit à payer ces 50 dernières années pour un certain nombre de pays de l'hémisphère nord et beaucoup moins pour les pays de l'hémisphère sud. Et souvent, on a tendance à croire que ces grandes décisions internationales, ça ne nous touche pas. Un peu comme les 500 millions de personnes qui computent chez eux. Et bien, en fait, pas du tout. Lors de la COP 21 a été votée en France la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Et ça, c'est une déclinaison française de l'ensemble des orientations prises pendant la COP 21. C'est hyper important parce que pour vous, demain, qui travaillez dans la construction, la réglementation, avant, on disait thermique, demain, on dirait environnementale, elle est écrite dans la COP 21. J'y reviendrai dessus. Mais c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Alors peut-être que vu qu'il y a des ingénieurs, je vais avoir moins de mal que d'habitude, mais souvent, je me dis, je parle d'environnement, je parle d'énergie, et
En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'énergie, et je me suis dit, peut-être que de repartir de l'unité, le kilowattheure, ce serait intéressant pour pouvoir se figurer ce que c'est que de l'énergie. C'est quoi un kilowattheure? Ça ressemble à quoi un kilowattheure dans la vraie vie? Hein? Ah mais comment vous le traduiriez à votre petite sœur ou petit frère qui ne sait pas ce que c'est qu'un kilowattheure? C'est de l'énergie, et c'est quelle quantité d'énergie? Un watt, c'est un joule par seconde. Ouais, mais là, votre petite sœur, elle vous l'a largué, là. Vous avez largué la sœur, la mère et la grand-mère, hein, tout le monde. Et là, hop là, je vais faire des bêtises. Un kilowattheure, c'est ça, de fuel. Par exemple, 10 centilitres, si je ne me crois pas. Ah, je vous épargne les virgules, hein. Je ne suis pas ingénieur. Hein. C'est 10 centilitres de fuel, donc 10-15 centimes d'euros. Et puis demain, pour les ingénieurs, vous vous amuserez à faire le calcul si vous avez envie, puis vous expliquerez aux jeunes compagnons et archi. C'est aussi 1 million de fois ce geste-là, avec une pinte de bière au bout de la main. Donc c'est 1 million de fois le mouvement de 700 grammes sur 50 cm de haut. Alors, ça m'inspire deux choses. Ouais. La première, c'est que je ne suis pas capable de boire autant de pintes. Mais ça, c'est pas le sujet. Autant de fuel non plus. Je sais pas si je préfère vraiment boire 10 centilitres de fuel. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai un rendement qui est pourri par rapport à un verre de fuel. C'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, mon corps, il casse avant d'avoir produit la même énergie que ça de fuel. Ça, c'est intéressant de l'avoir à l'esprit. Si un jour, certains avaient des pensées de dire que c'était mieux avant. Un cheval a 30 fois la puissance d'un homme. Ouais. Mais le cheval, c'est pareil. Hein. Par rapport à 10 centilitres de fuel, voilà. Et j'aime bien cette image-là parce que finalement, beaucoup de progrès technologiques ont été aussi dus à des libérations d'énergie dite fossile, mais malgré tout, ça pose la question de ce rapport au corps et à l'énergie. D'ailleurs, en parlant de ça, dans l'Antiquité, les Grecs, pour avoir le niveau de vie qu'on leur connaît, enfin, des Grecs, hein, pas des esclaves qui bossaient pour eux, ils avaient entre 5 et 6 esclaves à disposition en permanence, pour les servir, pour les déplacer, pour les laver, pour tout. Leur vie quotidienne était accompagnée de 5-6 personnes qui les servaient. Et je me suis amusé à un petit comparatif, en fait. Le petit compteur de 6 kilos qu'on a à l'entrée de chez soi dans n'importe quel appartement, ça fait déjà l'équivalent de 36 esclaves qui bossent pour nous en permanence. Ce petit truc. Et puis du coup, j'ai poussé la démarche un petit peu plus loin pour faire une comparaison. Et le fait d'avoir pu venir ici, un peu en TGV, un peu en train, le fait qu'on ait de la lumière ici, le fait de vivre, c'est comme si on avait en permanence 100 personnes. Donc la puissance et l'énergie de 100 personnes qui travaillent pour nous en permanence. Ah, ça fait un paquet de pintes, ouais. Mais tu vois, moi je dis, ça fait un paquet de blé. Parce qu'avant, on leur donnait du pain, pour qu'ils puissent, ces 5 esclaves, on leur donnait du pain, pour qu'ils puissent manger. Maintenant, on leur donne toujours du blé, mais c'est une autre façon. On le paye toujours. C'est-à-dire que ce confort-là, il a malgré tout un prix. Ouais, un prix. Je l'aime pas trop, cette image. Je l'aime pas trop, mais j'aime bien la phrase qui est au-dessus. David Brouwer. Je vous laisserai aller regarder ce qu'il c'est, si vous voulez. J'aime bien cette image parce que souvent, on a tendance à dire qu'en fait, si c'est pas rentable, il ne faut pas y aller. Il y a un truc qui n'est pas rentable. Ça. Voilà. Si je vous dis, je pourrais vous laisser là-dessus et réfléchir, ce serait quand même pas très agréable, et vous diriez, oh là là, on n'aurait jamais dû lâcher nos machines, jamais. Si je vous dis développement durable, vous pensez à quoi? Ouais, presque. C'est qui parle? Ouais. C'est vrai. T'as dit quoi? Le
l'environnement, le social? Ouais, c'est ça. Ouais, et je note que quand même, il n'y en avait qu'une qui savait dans la salle. Alors, vous faites le malin, mais il n'y en avait qu'une. Ça vaut pas de points, hein. Ça vaut pas de points pour les défis. Hein. Je suis désolé, hein. J'aurais bien aimé, mais oublie pas tes chaussures. Souvent, si tu n'avais pas donné la bonne réponse tout de suite, la plupart des gens, en tout cas le public qu'on a habituellement, qui est composé d'artisans, de jeunes en formation, plutôt dans les métiers du bâtiment, disent l'écologie, disent les matériaux écologiques, disent, parlent globalement que de l'environnement. Et on a quand même assez vite tendance à oublier que si on n'est pas de l'économique et du social dans l'histoire, il n'y a rien qui va bien loin. Et quand on parle d'économie, quand on parle d'énergie, il y a 2-3 chiffres que j'aime bien amener. C'est on va dire 55 milliards d'euros en 2014, presque 40 milliards d'euros en 2015, et les chiffres de 2016 ne sont pas encore sortis. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le déficit énergétique français. Alors, dit autrement, ça veut dire que tous les ans, on importe à peu près 40 milliards d'euros d'énergie. C'est du gaz russe et du pétrole des pays arabes et des États-Unis. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein. Alors, vous allez me dire, oui, mais regardez, ça baisse. Ouais, c'est vrai, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014-2015 ? Je vous avais parlé, qu'est-ce qui s'est passé en 95, je comprends que vous ne répondiez pas, mais qu'est-ce qui s'est passé en... Ouais, le prix du baril de pétrole a chuté. Et du coup, on devient beaucoup moins dépendant. Mais ceci dit, on a quand même globalement moins consommé. On est quand même dans une dynamique de consommer de moins en moins d'énergie fossile. Et vous avez vu aussi beaucoup d'éoliennes de produire de plus en plus sur le territoire. Quand on parle de produire sur le territoire, ça n'a pas qu'un impact économique. Au niveau import-export, ça a aussi un impact sur les emplois de demain. Je pense notamment à toutes des filières qui sont en train d'évoluer vers les énergies renouvelables. Et puis aussi, pour nous compagnons, et puis probablement dans vos écoles, ça touche aussi à tout ce qui est formation des acteurs sur ces nouveaux enjeux économiques. En parlant d'enjeux économiques, vous travaillez tous dans l'univers du bâtiment, d'après ce que je comprends. Qu'est-ce qui coûte cher dans un bâtiment? L'entretien, les équipements, le matériau. J'ai entendu une voix féminine par là-haut, mais je ne sais pas ce qu'elle a dit. L'ingénierie. L'architecture de l'ingénierie, c'est une horreur, hein, ça coûte beaucoup trop cher. Il n'y a plus de marge pour les artisans, c'est une vraie catastrophe. La démolition, exact. J'ai entendu l'entretien, et quelque part, on oublie un peu trop. On ne parle pas du financement, mais là, en ce moment, l'argent coûte rien. Acheter 1 euro, ça coûte à peine plus qu'1 euro de l'autre aujourd'hui, donc ça va. On pense souvent au prix des matériaux, au prix des systèmes, au prix du foncier, même du terrain, et on oublie souvent de parler de l'utilisation. En fait, un bâtiment, c'est pas à l'achat qui coûte cher, c'est à l'usage. Avec un taux d'utilisation moyen dans le bâtiment tertiaire entre 50 et 80 ans, suivant les types de bâtiments. Aujourd'hui, les promoteurs immobiliers, notamment en Suisse, se sont beaucoup interrogés sur ces questions-là, de savoir quel était le taux de rentabilité à partir du moment où on mettait 1 euro de plus dans la construction, par rapport à 1 euro de... Enfin, quel impact ça avait. Et bien, en fonction de la qualité de construction, l'impact il peut être de 1 à 5. C'est-à-dire que pour 1 euro d'isolant mis en plus, bien placé, bien posé, donc là, archi, ingé, ouvrier, on pouvait économiser jusqu'à 5 euros en utilisation. Et ça, c'est au coût de l'énergie aujourd'hui.
Vous avez vu que c'était globalement pas parti pour diminuer trop fort. Je ne m'arrêterai pas trop là-dessus parce que c'est quelque chose que vous devez bien connaître. Mais ça, c'est quelque chose dans votre carrière qui va bouleverser les gens avec qui vous allez travailler. Le bâtiment ne parlera plus d'énergie ou d'énergie grise, etc. Il parlera d'analyse de cycle de vie. Je ne m'étends pas parce qu'il faut 4 heures pour expliquer vraiment ce que c'est. Alors, je vais vous parler d'impact sur les métiers, notamment le métier de l'industrie. J'ai pas mal échangé avec, parce que chez les compagnons, on a 6 filières, et notamment celle de l'industrie, qui était inquiet en me disant, mais Jocelyn, quand tu nous parles, en fait, nos métiers, les énergies fossiles, ben voilà, on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte et aller dehors. Ben, c'est pas complètement faux pour certains métiers. Les métiers qui aujourd'hui sont très polluants vont probablement tendre à se transformer, pas à disparaître en revanche. Et ça va voir émerger de nouveaux marchés. Je pense notamment à des métiers de la maintenance qui avant faisaient de la maintenance de grosses chaudières fioul, vont aussi beaucoup se diriger vers l'éolien, le panneau solaire photovoltaïque, l'éolien offshore aussi, etc., etc. Donc dans tous les marchés de l'industrie, notamment sur une industrie quand même globalement relocalisée au niveau des énergies renouvelables, il y a quand même de nouveaux marchés à prendre. Ça, je trouve que c'est un challenge passionnant pour la jeunesse de la construction, parce qu'on aura aussi, dans les métiers du bâtiment, de nouveaux challenges à relever. Et puis j'aime bien aussi parler des métiers du goût, parce que souvent, on a l'impression que cette transition énergétique, ça touche l'industrie, le bâtiment, etc., etc. Mais un boulanger est presque autant impacté qu'un charpentier par cette transition énergétique. Parce que le fait que la planète, que les personnes se soient sensibilisées à la planète, ils se sensibilisent aussi par rapport à eux-mêmes. Il y a 30 ans, on vous aurait parlé d'acheter un pain bio chez votre boulanger. Ah, déjà, vous n'en auriez pas trouvé. Vous en auriez peut-être trouvé dans le fin fond du Lot ou de l'Ardèche, et encore. Et aujourd'hui, n'importe quel boulanger propose un pain bio parce qu'il sait qu'il a une clientèle importante qui veut son pain bio. Alors, parfois c'est pour sauver la planète, parce qu'ils ne veulent pas de pesticides dans les champs. Parfois c'est pour se sauver eux-mêmes, parce qu'ils ont envie de manger quelque chose de sain. Mais en tout cas, ça pose une question, c'est que le boulanger voudrait avoir de nouveaux outils de commercialisation, comme demain, utiliser de la laine de verre, vous allez peut-être marner pour pouvoir utiliser de la laine de verre, parce que c'est pas ça que va attendre le client. Et ça, c'est plutôt une analyse personnelle, une plus-value sur le travail de qualité. C'est-à-dire que la nouvelle attente client, par rapport à des produits sains, des matériaux sains, etc., ça donne une plus-value sur le travail bien fait et bien pensé. Je parle beaucoup, je vais vous faire bosser un petit peu. Alors, vous ne répondez pas à haute voix. Je vais les citer les uns après les autres, et puis quand je vais citer, par exemple, le transport, vous me direz qui pense que c'est les transports qui consomment le plus d'énergie en France. Là, vous levez la main bêtement. Qui c'est qui pense que c'est les transports qui consomment le plus d'énergie en France? Une personne, d'accord. Les camions, tout ça, non? Qui pense que c'est l'agriculture? Un peu plus, les vaches, tout ça, le fumier, tout ça. Le bâtiment? Ok. Ouais. Et qui pense que c'est l'industrie? D'accord. Vous êtes de mieux en mieux formés dans le bâtiment. Et effectivement, c'est le bâtiment. C'est le bâtiment, et puis c'est bien que vous le sachiez. C'est bien que vous le sachiez, je vous expliquerai un petit peu après pourquoi. Alors, non seulement c'est le bâtiment, mais en plus, c'est le bâtiment, c'est sans appel. Et attention, hein, dans ces consommations, c'est que l'utilisation, c'est pas la construction. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Autre chose qui est important d'avoir à l'esprit par rapport à ce graphique complètement mensonger, qui est quand même pourtant sourcé de l'Observatoire de l'énergie, pourquoi il est faussé? Pourquoi il est faux ce graphique? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez un graphique de ce type-là? Ouais, c'est exact, mais il faut que tu précises ta pensée. T'as fait une réponse de politicien, ça me va pas. C'est vrai. J'aurais pas... Comment? Ouais. On commence à se rapprocher d'un truc qui est pas mal. Si l'ensemble de ce qu'on consomme, de ce qu'on porte, de ce sur quoi on est assis était fabriqué en France, la part de l'industrie, elle exploserait là.
En fait, ça, c'est des chiffres parce qu'on délocalise notre industrie. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'un graphique, finalement, on peut lui faire dire à peu près ce qu'on veut. Alors, pour se rapprocher un peu plus du bâtiment, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le bois, là, je crois, non? Ça isole, le bois? Oui, pas tant. Vous n'osez pas vraiment, ça dépend sous quelle forme, on se rapproche d'un truc pas mal. Alors, c'est moins conducteur. Ah, alors attendez, je pense que je vais même le risquer à une question technique. À partir de quel lambda un matériau est considéré comme étant isolant? Ouais, c'est pas mal. 00, pourquoi vous dites 0033 comme ça qui vous vient à l'esprit? C'est le lambda de quoi, ça? Est-ce que quelqu'un a une vraie réponse? 0033, souvent, c'est le lambda d'une laine de verre. C'est pour ça que ça nous vient souvent à l'esprit. Mais effectivement, un matériau est considéré isolant à partir de 0,06. C'est un mauvais isolant. Hein, alors donc du coup, pour ceux qui me disaient le bois, ça isole un peu, ouais, en fait, c'est pas considéré comme isolant. Bon, pour ceux qui voient mon métier, hein, le métal, c'est mort, quoi. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis venu à travailler dans l'énergie, parce que je me suis dit, là, il y a un marché. Il y a un vrai marché. C'est intéressant parce qu'on a longtemps pensé que le bois était un matériau isolant. D'ailleurs, c'est toujours vrai dans les esprits de la plupart des gens qui travaillent le bois. Hein. Bon, si, le bois, ça isole, je mets ma main dessus en hiver, c'est pas très froid, quoi. C'est important de l'avoir à l'esprit parce que dans le marché du travail dans lequel vous allez arriver, c'est des choses que vous allez entendre. Il y a même des gens qui disent que la pierre, ça isole, parce que dans une maison, quand il fait chaud dehors, on rentre dedans, il fait frais, dans une maison en pierre, beaucoup pensent que la pierre, ça isole. Enfin, c'est ça. Oui, lui, il est chauvin. Il va vous parler, moi, je vous préviens, il va vous parler de cailloux pendant 1 heure après. Moi, ça m'amène à un truc intéressant, c'est que, en fait, ça nous force à avoir de nouvelles compétences autour de ça. C'est-à-dire que tous les matériaux structurels ne sont pas isolants. Donc, je devrais dire aucun matériau structurel à ce jour vraiment isolant. Et là, ça commence à devenir intéressant pour les métiers du bâtiment. Ça commence à devenir intéressant parce que on a l'obligation de travailler sur des multicouches, sur du parement, que ce soit en filière sèche ou en filière humide, mais on a l'obligation de travailler sur de la composition. Et ça, moi, à titre individuel, je trouve ça passionnant. Alors, vous avez compris, je suis pas là pour vous raconter des trucs très drôles. Je suis venu avec un sac de mauvaises nouvelles, ça c'était la première. La deuxième, c'est qu'il y a des réglementations qui existent. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas nouveau ça. C'est vrai. Mais il y a une différence maintenant. Les clients les connaissent. Et je prends souvent l'exemple d'un charpentier que je croisais, qu'il était en train de mettre une poutre de rive et de faire un raccord avec une toiture. Et la cliente, elle monte sur l'échafaudage avec sa tablette en lui montrant un extrait du DTU, en lui disant « C'est faux ce que vous faites, monsieur le charpentier. » Merde. Alors là, pas de bol. Là, pas de bol parce que quand même, il y a un vrai DTU sous les yeux là. Et il y a une vraie cliente qui est en train de lui dire si vous continuez à faire ça, moi je ne vais pas vous payer parce que vous n'êtes pas conforme au DTU. Alors ça a fait 2 choses. La première, elle a regardé le numéro DTU et le DTU, il s'est rendu compte que c'était pas le bon DTU qu'elle avait sous la main. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième que moi ça m'inspire, c'est que s'il n'avait pas connu le DTU, il était mort. Et ça veut dire que ce soit en réglementation thermique, que ce soit en réglementation acoustique, que ce soit en réglementation tout court, aujourd'hui, un peu comme la question des labels pour le bio, etc., vos futurs clients, presque, les connaissent aussi bien que vous. Ça, c'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit parce qu'au niveau comportemental dans le bâtiment, ça va transformer l'univers de la relation sachant-client. Ça, je pense que ça va être un petit enjeu pour vous. Mais vous êtes jeunes, c'est nous qui ça va être compliqué. D'ailleurs, en parlant de réglementation, qui pense que la première réglementation thermique, elle est d'avant 2000?
qui pense que la première réglementation thermique est d'après 2000? Et comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui ne pense strictement rien? Ils dorment. Ouais. En effet, et c'est bien, vous ne l'oubliez pas, parce que de la même façon que de rappeler que le développement durable, c'est pas un truc d'écolo, le fait de rappeler que la première réglementation thermique, elle est arrivée en 74. Non, en 74. Après le premier choc pétrolier qui a eu lieu en 73, c'est à cette époque-là où on a commencé à se dire qu'il est temps qu'on ne soit plus dépendant uniquement du coût de l'énergie imposé par d'autres. Et là, vous voyez que finalement, on prend une direction globalement vers une autre réglementation que celle RT 2012 qui est aujourd'hui en vigueur. Ça vous dit quelque chose, ce logo? Qui sait ce que ça veut dire en vrai? Allez, n'ayez pas peur, levez la main. Hein. Si ça... Ouais, c'est un label. Qu'est-ce que tu as dit du coup? Ouais, ça c'est le E+. Là tu vas loin. Attends, je crois que tu voulais dire quelque chose. Ouais. Ouais. En fait, ça, le E+, c'est pas une révolution. C'est un truc à peu près normal. De toute façon, on y va depuis 74, on va vers... on consomme de moins en moins d'énergie et on commence à tendre à en produire depuis une vingtaine d'années. Le C-, c'est une révolution. Le C-, c'est une révolution parce que ça veut dire dans chaque conception, on va prendre en compte, non pas l'énergie grise, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est l'impact environnemental d'un matériau de son extraction à sa destruction. Et ça, alors moi je trouve ça génial parce que du coup je suis très curieux et que j'aime un petit peu qu'on soit très respectueux à la fois du matériau qu'on met en œuvre et à la fois des gens qui vivent dedans. Mais ça, aujourd'hui, ça fait 2 ans que ce label-là existe à peu près. C'est la traduction de la COP 21 dans un label, les orientations de la COP 21 dans un label. Et ça dit que la réglementation, elle ne sera pas thermique, elle sera environnementale. Alors quand je dis ça, il y a 2 ans et demi, on ne croyait pas beaucoup. Maintenant que la réglementation environnementale s'appellera réglementation environnementale, c'est plus simple. Maintenant qu'on sait que ça s'appelle comme ça. Mais en tout cas, si vous voulez vous pencher sur ce qui vous attend demain comme constructeur, oubliez la RT 2012. Hein. Allez voir ce qui se passe là. Et dernière mauvaise nouvelle, alors, j'aurais pu mettre l'architecte aussi. J'aurais pu, mais j'ai pas osé parce que je sais que vous êtes un peu susceptibles les archis. Je vous côtoie beaucoup en ce moment à Lille et je côtoie vos pairs. On a longtemps travaillé en silo. L'archi avec une pensée globale, l'ingénieur qui fait des calculs, le maçon qui maçonne, le menuisier qui pose des fenêtres et le couvreur qui couvre. Ça, à du bâtiment performant, c'est fini. C'est fini et à la fois, c'est probablement un bien. Il va falloir relancer une coopération, une collaboration entre tous les acteurs du chantier. Mais à la fois, il faut aussi être très prudent à ce que, par exemple, la collaboration ne soit pas réduite à un système informatisé. Mais vous l'avez compris, j'ai beaucoup parlé, je ne suis pas venu tout seul, et en parlant de système informatisé, je vais laisser la place à Fabien. Merci Jocelyn. Je t'en prie, tu peux faire plante verte comme moi. Donc, vite fait, quelques éléments de contexte. Donc oui, il va falloir qu'on travaille encore plus ensemble. On a déjà travaillé beaucoup ensemble. Je pense que c'est juste des choses qu'il faut remettre en œuvre. Pour évoquer un peu un contexte, c'est un petit peu d'histoire. Je suis pas très bon en date. En règle générale, c'est plutôt sur mon disque dur et c'est bien stocké. Et puis je vais chercher quand j'en ai besoin. Mais grosso modo, pour imager ce contexte, à savoir que le premier ordinateur qui était, ou du moins un des premiers ordinateurs, a été créé en 1945, grosso modo,
1945. Pourquoi il a été créé? Pour déchiffrer la machine des Allemands, Enigma. Et donc du coup, cet ordinateur a été créé par Alan Turing. Et cet ordinateur, il prenait un espace à peu près de 300 mètres carrés et pesait 300 tonnes. Voilà. Et sa capacité de calcul est à peu près de 5000 calculs à la seconde. Aujourd'hui, on a des microprocesseurs. On a cet élément-là qui est en capacité de faire des millions de calculs à la seconde. Comment? Non, c'est super bien placé. On va voir après. Ça commence à chambrer. L'apparition du smartphone. L'an 2000, donc on l'évoquait tout à l'heure en introduction, l'accélération des innovations. Et effectivement, entre l'apparition de cet ordinateur qui était indéplaçable et l'arrivée du smartphone, à peu près 50 ans. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène la troisième révolution industrielle et donc la révolution des technologies d'information et de communication. On communique de plus en plus vite, on communique tout le temps, on communique très facilement. Donc on vit dans un monde ultra connecté. Je pense qu'à peu près tout le monde est au courant de ça. Si on part du principe que, par exemple, d'habitude je pose la question qui a un compte Facebook, qui a un compte LinkedIn, qui a un compte Tinder. Bon, là je pense qu'à peu près tout le monde va lever la main en même temps. Peut-être pas le compte LinkedIn, non, pas le compte Tinder. Peut-être la question la plus intéressante, c'est qui n'a pas de smartphone? Qui n'a pas une connexion Internet, là, tout de suite, qui ne peut pas recevoir ses mails tout de suite? Et à ces personnes qui n'ont pas de smartphone et qui ne reçoivent pas le mail, c'est un choix, c'est un budget. Alors, quelques chiffres que j'ai affichés, que je ne mets jamais à jour, et mon collègue me dit toujours, mais tu devrais les mettre à jour, mais en fait, ça sert à rien, ils sont en constante évolution, et c'est exponentiel. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme que je dis, exponentiel, mais ça n'arrête pas de gonfler. Ça n'arrête pas de gonfler, ça n'arrête pas de gonfler. Alors, qu'est-ce que ça amène, ce monde ultra connecté? Pour ma part, et je parlais de moi, je pense que c'est le plus simple, et c'est le meilleur exemple, pour ma part, ça m'amène à être à plusieurs endroits à la fois. Ça m'amène le don d'ubiquité, finalement. Mais ok, être plusieurs endroits à la fois, c'est une première chose. Je crois que le plus dur, c'est de gérer plusieurs mois. Et j'ai plusieurs mois à gérer. Un mois sur Facebook avec mes copains, avec mes potes, je fais la bringue. Un mois sur LinkedIn, avec l'aspect professionnel, où je diffuse, où il faut que j'aille chercher du contact, où je développe mon réseau. Et un mois intime, on va dire, sur d'autres comptes. Et tous ces comptes, je dois les gérer, je dois pouvoir les gérer. Et finalement, quel temps je prends pour être moi-même, là, ici, parmi vous? C'est le temps que j'ai pris pour venir ici, donc le train, donc la galère, donc les grèves demain matin pour repartir. Alors, on l'a évoqué une nouvelle fois, des innovations amènent d'autres innovations. Vu qu'on communique de plus en plus rapidement, vu que la notion de distance n'est plus là, vu que la notion de traduction, enfin même la notion de langue ne pose plus un problème. Donc on l'a évoqué, des systèmes de communication ultra performants, ok? Ça amène aussi des innovations sur des systèmes de production, sur des mécanisations de plus en plus fortes. Attention, ne pas confondre robotisation et intelligence artificielle. Ça amène des ordinateurs de plus en plus puissants. Oui, la question est, est-ce que demain on aura besoin de personnes qui font des calculs manuellement? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Souvent, la révolution numérique, la révolution digitale, on se pose la question, moi, en tant que charpentier, moi, en tant qu'architecte, moi, en tant qu'ingénieur, quelle va être ma place dans ce monde demain? Aujourd'hui, les informaticiens se posent la même question. Moi, en tant qu'informaticien, quelle va être ma place demain? Quelle est la nécessité que je sois là demain? Puisque de toute manière, les ordinateurs sont capables de déjà générer des programmes seuls. Ils se repositionnent. Ils réfléchissent à quelle est leur identité dans ce monde-là. Et finalement, ils vont se positionner à quel niveau? Peut-être plus créatif, dans le fait de créer, générer une plateforme, ou dans la notion de mise en œuvre. Comment j'accompagne le client, comment j'accompagne la personne à qui je vais apporter un service. Et il y a
un point très important, c'est des technologies de pointe à la portée de tous. Et ben pas tant que ça, parce que je crois que tu me disais que c'était un problème financier d'avoir un accès à un smartphone. Eh ben, des technologies de pointe à la portée de tous, oui, en France, c'est de plus en plus à la portée de tous. Enfin, on peut facilement avoir une imprimante 3D chez soi, ou 150 euros, 200 euros à peu près, une imprimante 3D. C'est accessible. Mais il y a plein de personnes aussi qui n'en ont pas accès. Et si on revient sur les chiffres d'avant, sur les gens connectés, ben, il n'y en a pas tant que ça. Et ben, finalement, il existe une fracture numérique entre ceux qui ont accès parce qu'ils ont les moyens. Alors les moyens, attention, hein, pas que les moyens financiers, les connaissances aussi, les connaissances pour les utiliser. Et finalement, certes, il y a une démocratisation des nouvelles technologies, il y a une démocratisation de l'utilisation de ces technologies, mais il y a aussi toute une partie de la population qui n'y a pas accès. Alors, tous ces éléments-là, quel impact ça a sur nos comportements? L'accès à l'information a quelques impacts assez intéressants, notamment on parle de 2 impacts sur l'accès aux médias et au fait que finalement on ne va même plus chercher un média, un élément, il vient à nous. Quand on a cherché la définition de transition sur le net, on est tombé sur la définition de Wikipédia. C'était à nous de nous dire on va aller croiser les informations, croiser les données. Aujourd'hui, on est en pleine infobésité de l'information. Mais il y a un phénomène qui est aussi très intéressant, qui est finalement l'infobétisation. C'est finalement, qu'est-ce qu'on me donne comme information, comment je le digère, et finalement, est-ce que je prends réellement le temps de le digérer? Est-ce que je ne fais pas que survoler cette information, est-ce que je ne la mets pas juste dans une case de mémoire, et puis un jour je vais évoquer le sujet, mais finalement, sans avoir pris le temps de l'analyser et d'en connaître les tenants et les aboutissants. Facilité de communication, et bien évidemment, une modification forte de notre façon de consommer. Je veux dire, quelle est la nécessité ou est-ce qu'on prend réellement le temps? Est-ce qu'on a, si on a accès à tout, si on peut se faire livrer un repas à toute heure, si finalement, est-ce qu'on va être structuré comme hier? Ben, pas forcément. Je suis assez fan de dessins animés. C'est mon côté enfant, peut-être le fait d'avoir des enfants aussi. Il y a un film qui retrace bien la notion du numérique et son impact sur la société, et qui retrace bien aussi l'impact de l'homme sur l'environnement, sur l'écologie. Je sais pas, vous avez une idée? Bah ouais, c'est Wall-E. C'est Wall-E. Quelle est la nécessité de se déplacer? Quelle est la nécessité de discuter avec l'autre lorsque l'on peut tout faire au travers une interface? Et c'est un peu un scénario catastrophe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne m'aurait peut-être pas du tout notre conférence, c'est certainement Cyril Dion, avec le film Demain, où ils amènent que des notions positives. C'est vrai que là, pour le coup, c'est pas très positif, mais c'est aussi une des possibilités, si on ne s'accapare pas ces technologies, si on ne fait pas en sorte de les maîtriser, mais que d'autres le fassent pour nous, ou qu'elles le fassent pour nous. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode? Non, pas du tout. C'est pas du tout un phénomène de mode. Je pense que lorsqu'on parle du marché des objets connectés, lorsqu'on voit qu'il y aura 50 milliards d'objets connectés en 2020, donc montres, caleçons, chaussettes, lunettes, la totale quoi. Et bien finalement, aujourd'hui, on est dans un marché où la donnée, les informations que communiquent vos éléments, les informations qu'on peut collecter, ce big data, et bien finalement, ce big data, c'est le nouvel or noir. Donc il y a du business. Donc c'est pas prêt de s'arrêter finalement. On est en pleine expansion de cette activité commerciale. Alors bien évidemment, nouveau mode de consommation, eh ben, on veut des services hyper personnalisés. On veut aussi être servi dans l'instant et pas se poser de questions. Ce qui est intéressant de voir par rapport au marché porteur d'avant, c'est que c'est nous, consommateurs, qui engendrons ce système-là. Il ne faut pas dire que c'est la faute à ceux qui nous le proposent, finalement. Nous sommes les propres acteurs de ce phénomène-là. Et bien évidemment, il y a, qui dit de nouveaux profils d'usagers, de nouveaux acteurs. Alors, j'aurais pu modifier, j'aurais pu mettre Blablacar, mais je crois que vous avez un super système de Blablacar qui est basé sur juste un élément simple de communication, un panneau avec des photos. Mais finalement, Garrett Camp, quand il a créé Uber,
il a juste fait ça, il a juste transposé en code et sur une plateforme numérique. Et son objet, c'était ça. C'était comment pallier à un manque d'un service actuel. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Garrett Camp et de comment lui est venue l'idée de la plateforme Uber ou pas du tout? Pas du tout. Grosso modo, 2011, il vient en France, il vient à Paris, il va au parc de la Villette, non, Porte Villepinte, il y avait une conférence sur le web. Il y va, il sort de la conférence et là il va pour chercher un taxi. Et ben là il galère pour trouver un taxi. Il trouve un taxi. Une fois qu'il a trouvé le taxi ne prenait pas la carte bleue, donc il fait un détour. Il va payer, il va retirer, il récupère l'argent, il paye le taxi, il a fait un détour, il a certainement payé beaucoup plus cher. Il s'est dit, comment moi, aujourd'hui, je peux faire en sorte que ce service soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible et que je puisse me rendre compte de réellement ce que fait le taxi à l'instant T. Savoir s'il me fait passer par le bon chemin et s'il m'oriente correctement. Eh bien, cette innovation technologique a amené une innovation sociale. C'est-à-dire qu'il y a aussi une modification du travail, une modification de ce qu'est le travail, une modification de du droit du travail, et tout ce système-là, de cette simple innovation, de cette simple idée, de cette simple mise à disposition de l'idée, on se retrouve avec toute une société qui se retrouve bouleversée. Il y a un phénomène que je trouve très important chez Uber, outre les VTC et leur cadre juridique, que je ne connais pas assez, c'est le système de notation. Aujourd'hui, un VTC, il est noté. Ben, vous voyez bien, vous avez fini la course, vous notez. Allez au restaurant, vous notez. Tout est noté. Le problème, c'est qu'il est noté, et s'il a en dessous de 3 étoiles pendant 2, 3, 4 sessions, on le sort de la plateforme. Et en fait, à ce bonhomme-là, son seul outil de travail, c'est la plateforme. Donc on lui retire sa caisse à outils, on lui retire son ordinateur, on l'empêche de travailler. Et s'il n'a pas prévu le coup, s'il ne s'est pas bien renseigné sur la plateforme et son fonctionnement, ben il se retrouve sans travail. Et sans, finalement, plus de démarche que ça. C'est juste une coupure à l'accès à la plateforme. Et aujourd'hui, cette plateforme se développe à grande vitesse. Alors, il y a toujours des effets très positifs, mais c'est un peu le double effet qui se coule, quoi. Alors, qu'est-ce que ça amène aussi? Ça amène de nouveaux modèles d'organisation. J'imagine que vous avez tous entendu parler du BIM. Qui n'a pas entendu... Qui a entendu parler du BIM? Voilà. Qui a compris ce que c'était le BIM? Qui n'a rien compris à ce que c'était le BIM? D'accord. Je vais essayer de l'expliquer. C'est un peu comme l'analyse du cycle de vie, en fait. Le BIM, c'est utiliser les aspects 3D et les capacités de faire de la modélisation 3D. Et dans cette modélisation 3D, que chaque élément modélisé, on puisse leur donner finalement une identité, et que chacun ait accès à cette identité, architecte, ingénieur, constructeur. Et l'objectif du BIM, c'est de passer plus de temps en conception autour de ce modèle 3D, autour de cette maquette, autour de cet avatar 3D, passer plus de temps en conception pour que, au moment de la construction, il y ait moins d'erreurs et qu'on passe moins de temps en construction. Mais la question à se poser, c'est pas forcément est-ce que j'ai les capacités à modéliser, est-ce que j'ai les capacités à comprendre ce que c'est une nomenclature, une architecture des données. Non. La question c'est est-ce qu'on a envie de travailler et de collaborer autrement? Parce que même si on passe plus de temps en conception, ça ne veut pas dire que le projet sera mieux réalisé. C'est est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à prendre du temps pour travailler ensemble? Je pense que ce que vous faites aujourd'hui, enfin, toute cette semaine, tout le temps que vous passez sur le défi du bois 3.0, c'est bien ça, c'est prendre du temps à échanger. Est-ce que vous avez besoin d'un outil forcément pour le faire et pour prendre le temps de bien concevoir? Non. C'est pas forcément l'outil. L'outil va nous permettre de faciliter. Mais par contre, c'est bien vous qui allez faire en sorte que le projet ait un sens et que votre construction ait un sens. Et dans ce type de nouveau modèle organisationnel, il y a cette notion d'intelligence collective.
bah oui, vu qu'on est plus connecté, logiquement, on devrait produire beaucoup plus de choses intelligentes. Et il y a aussi des nouvelles organisations, des nouveaux types de rassemblements qui se mettent en place. Vous avez déjà entendu parler des Fab Labs? Ouais? Un petit peu? Non. C'est des lieux, mais c'est pas nouveau, hein, les Fab Labs. Hein. C'est assez vieux. Hein. Les MJC étaient un peu les Fab Labs d'avant, et puis avant, il y avait autre chose. Mais c'est des lieux vraiment raccordés en lien avec le numérique, on va dire, beaucoup plus. Et c'est des lieux où les gens peuvent venir parler de leur projet et échanger sur le projet et aller chercher des compétences diverses et variées pour pouvoir réaliser leur projet. Et bien dans le même sens, sur le net, il y a des communautés de développeurs qui développent non pas des logiciels propriétaires comme tout un tas de logiciels propriétaires pour pas citer, mais qui développent des logiciels libres où chacun amène la pierre à l'édifice pour construire un logiciel qui sera disponible pour tous et que chacun pourra développer à son tour. Et c'est assez intéressant parce que la problématique, elle n'est plus de savoir si je sais faire, la problématique, elle est de savoir c'est est-ce que je veux bien communiquer sur mon projet, est-ce que je veux bien que tout le monde y participe. Alors, de nouvelles technologies à s'approprier. Que ce soit des technologies de fabrication, que ce soit des technologies de dire volantes, de l'intelligence artificielle, avec des nouveaux systèmes de calcul, mais aussi tout ce qui est scanner, fabrication additive et logiciels de gestion et collaboration. Alors, en ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fabrication additive, et je vais de nouveau en parler, et je vais vous parler de comment les casse-cailloux, comment les tailleurs de pierre, ouais, j'aime bien les casse-cailloux, on dit aussi les gratte-falaises, mais on va rester sur casse-cailloux, comment les gratte-falaises se sont appropriées une de ces technologies qui est la fabrication additive. Alors, la fabrication additive, c'est communément appelé l'impression 3D. Petite histoire sur la fabrication additive. L'idée est apparue en 1970, du moins une des personnes qui y a pensé, c'est Hergé dans le lac aux requins. Et Hergé a imaginé l'imprimante tridimensionnelle. Et dupliquer les chapeaux des Dupont, puis le chapeau sera mollissé. La fabrication additive, l'impression 3D, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est pas tout nouveau. Hein. Ça fait depuis les années 80 que c'est exploité dans l'industrie. C'est juste qu'on est passé d'un système industriel à une démocratisation très forte en 38 ans. Aujourd'hui, alors certes, c'est pas accessible par tous pour tous, mais on en trouve dans pas mal de lieux, et on peut aussi en commander assez facilement sur Internet. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de technologie de fabrication additive? Les tailleurs de pierre se sont posé la question, et la première chose, quand on s'est posé la question, on s'est dit, mais qu'est-ce que nous, on va faire avec ce truc-là? Nous, ce qu'on aime, c'est enlever du caillou, c'est pas forcément de rajouter de la matière. Nous, on fonctionne en fabrication soustractive, et non pas en fabrication additive. Eh bien, on s'est dit que ça pourrait nous être utile dans tout ce qui est prototypage. Alors, c'est peut-être pas le bon terme, prototypage, mais tout ce qui est maquette, modélisation. Parce qu'on avait un problème, c'est que quand on traçait, quand on faisait des éléments en 3D, eh bien on avait un problème, c'était que pour réaliser ces maquettes, on y passait un temps fou. Parce qu'on taillait des petits bouts de cailloux qui faisaient à peu près cette taille-là, à la râpe, et on n'apprenait techniquement rien. Et aujourd'hui, en s'accaparant ce type de technologie, eh bien on arrive à vérifier nos conceptions, modélisées en 3D, en imprimant les éléments. Et en faisant cette notion de prototypage ou de maquette, on s'est rendu compte qu'il y avait tout un pan qu'on n'avait pas bien observé, qui était tout le pan communication marketing. Et il y a de plus en plus de petits artisans qui se prémunissent d'une maquette, d'une imprimante 3D pour imprimer ce qu'ils vont produire pour leurs clients. Et ce qui leur permet d'avoir en fait une notion de marketing. Et bien évidemment, en formation au quotidien, parce que c'est simple d'utilisation, parce que ça nous laisse le temps de produire d'autres choses. Alors, on a évoqué cette notion de nouvelle mécanisation, d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça peut et comment on fait pour nous les intégrer dans
nos métiers, quels qu'ils soient, je vais prendre quelques exemples. Est-ce que ça va être de nouveaux postes? Est-ce que ça va être dans le bâtiment intégrer le métier de BIM manager, le métier de data analyst ou le métier de BIM modeler? Finalement, BIM manager, est-ce que c'est pas un poste de transition? Est-ce que réellement il va exister longtemps ou est-ce que c'est pas juste un poste de transition? Parce que est-ce que demain, et très proche, les technologies pourront pas faire son boulot? Est-ce qu'on aura vraiment besoin encore de BIM manager à ce moment-là? Et finalement, la question qui se pose plutôt, c'est est-ce que ce ne sont pas plutôt des compétences et des connaissances à intégrer dans nos métiers actuellement? Alors, attention, dans la notion de nouvelles compétences, je dirais, j'insisterai, et j'aurais dû le mettre en plus, connaissances. Et c'est surtout culture générale. Parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre à utiliser un outil, mais demain, l'outil qu'on utilisera sera peut-être pas celui qu'on aura appris. Donc il va falloir qu'on ait une culture générale assez large, comme les Français, les maths et l'anglais, pour pouvoir passer d'un outil à l'autre, et pas rester bloqué à l'outil. Et c'est pas parce qu'on nous a appris Revit, c'est pas parce qu'on nous a appris SketchUp que l'on va être assujetti à l'utilisation de cet outil. Il faut qu'on repasse sur une formation, non pas à l'outil, mais plutôt à la pratique, à la méthode. Et puis il y a une réflexion à se poser. Si on a des systèmes qui permettent de faire les calculs de structure, des logiciels qui sont en capacité de designer automatiquement un bâtiment, du mobilier, des chaises, quelle va être notre place demain? Si on a des machines qui sont en capacité de produire des meubles sans qu'on ait besoin d'y penser, sans qu'on ait besoin de les concevoir, où est-ce qu'on va se placer et comment on va se placer? Et là, je vais laisser Jocelyn reprendre sur la conclusion. Alors, vous avez compris, depuis tout à l'heure, on vous parle de propos assez généralistes, pas toujours très rassurants, avec comme intention de vous mettre en réflexion sur, finalement, qu'est-ce que ça veut dire évoluer? Qu'est-ce que ça veut dire avancer vers quelque chose qu'on ne connaît pas? Et j'ai souvent entendu dire que ce soit... Alors, je côtoie assez peu d'univers d'ingénieurs pour avoir une idée sur quelles sont les pensées de l'évolution, mais des artisans et des architectes, j'entends souvent dire ouais, mais c'était mieux avant, ça va disparaître, on va perdre quelque chose. Et dans mon caractère, s'il y a bien quelque chose qui m'agace, c'est ça. Évoluer, c'est pas disparaître. Évoluer, c'est apprendre ce qu'on ne connaissait pas. Évoluer, c'est ajouter des connaissances à ce qu'on savait déjà. Évoluer, en matière d'entreprise, c'est d'avancer le marché. C'est aller chercher. Ce qui est pas encore la règle, pas encore la norme. C'est finalement préfigurer l'avenir. Construire son propre avenir. Alors, je vous bâchais un peu tout à l'heure le métier du bois en vous disant que vous avez un matériau qui n'est pas très isolant, même si depuis des décennies, tout le monde dit que le bois, ça isole. Je vais me rattraper un petit peu parce que j'aime bien quand même l'équilibre des forces. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai mis un peu de métal autour de votre maison de bois, ça faisait trop bois. Donc j'ai quand même trouvé une photo, il y avait quand même un peu de métal. Mais j'aime bien cette image, c'est au 1er janvier 2013, c'est précis, hein. Je me suis pas mal promené en Bretagne et dans le sud où j'habitais à l'époque. Et puis, entre le 1er et le 15 janvier 2013, je ne voyais plus de maisons en maçonnerie se monter. Plus du tout. Je me suis dit, tiens, ils sont en vacances, les maçons. Puis jusqu'à mars, ça dure, je ne vois plus de maisons en briques. Je dis, c'est bizarre, il doit y avoir un problème chez Lafarge, donc j'appelle Lafarge, parce que je le connais quand même bien. J'appelle Lafarge et je lui dis, tu fais plus de ciment? Il me dit non, pourquoi? Je dis, le maçon, il bosse plus en France. Ah ouais, en France. Bon, je comprends toujours pas. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont froid. J'arrive pas à trouver le bon truc, quoi. Et pendant ce temps-là, je vois des charpentiers qui construisent des maisons partout. Je comprends pas. Puis je réfléchis, puis je me remets un peu en perspective. Puis je dis à un charpentier, je lui dis, mais pourquoi tu bosses alors que le maçon ne bosse pas? Normalement, quand vous êtes en intempérie, vous êtes tous en intempérie en même temps. Il dit, non, mais ils ont pas su s'adapter, les maçons. Oui, je sais, ça fait des siècles qu'ils n'ont pas su s'adapter. Avant, ils s'appelaient tailleurs de pierre, et puis ils n'ont pas su évoluer. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, et là, pour le coup, c'est beaucoup moins une blague, c'est qu'en fait, les maçons, ils ne s'étaient pas préparés à la RT 2012.
Et au jour où elle est rentrée en vigueur, alors en vrai, c'est pas le 1er janvier 2013, c'est les permis de construire déposés à partir du 1er janvier 2013. Donc les maçons bossaient encore, d'ailleurs, ils bossaient tellement qu'ils étaient en train de faire tous les dossiers qui ont été posés avant exprès. Mais en fait, les archis n'étaient pas prêts. Ça, c'est vraiment très important. Les archis n'étaient pas prêts, et les maçons non plus. Les charpentiers l'étaient. Alors les charpentiers tout seuls, non. Hein. Voilà, je m'attendais, je me disais bien qu'il y avait au moins un qui allait faire un signe un petit peu, genre je suis le papa, quoi. Ouais, on sait. Non, mais je le prends comme exemple parce que c'est pas les charpentiers tout seuls, c'est une filière entière qui s'est posé des questions à partir de 2000. Et il y a probablement un mec un peu malin, ou une fille, ça ne doit pas changer beaucoup, qui a levé la main un jour dans une assemblée générale de FCBA ou de la filière bois ou je ne sais quoi, qui a dit « Eh mais en fait, le bois, c'est un truc écolo, ça repousse. » Il y a peut-être deux qui étaient aussi malins que lui qui ont dit « Ah ouais, c'est un truc d'écolo. » Puis quand est arrivé le label BBC, ils se sont dit « C'est un truc d'écolo, on va le vendre cher à des écolos parce que les écolos ont du pognon. » Ben, c'est vrai. Ils ont fait des maisons BBC qui étaient vendues d'entre 10 et 30% plus cher qu'une maison normale. Et puis, ils se sont dit « Mais en fait, peut-être que le BBC, demain, ce sera la règle. » Et figurez-vous que 80% de la réglementation thermique 2012 était déjà dans le label BBC. Et ça m'amène à une deuxième réflexion par rapport aux charpentiers que je côtoie quand même pas mal, alors plutôt en tant qu'ouvrier artisan qu'en tant que concepteur, mais souvent on me dit oui, bon, les charpentiers, s'ils deviennent constructeurs bois, ils vont perdre. Ils vont perdre le métier. Ils vont plus savoir ce que c'est que rénover une charpente, un monument historique, etc. Moi, aujourd'hui, les jeunes que je côtoie savent non seulement rénover une charpente monument historique, mais ils sont aussi constructeurs bois. J'aime bien cet exemple parce que, contrairement à là où on nous amène souvent par des pensées un peu passéistes, évoluer, ben, c'est pas disparaître. Ouais. En fait, ça c'est vrai qu'à moitié. Parce que si l'innovation du jour, j'aime beaucoup cette image de Gluck, si l'innovation du jour, c'est de se couper un bras pour mettre un bras brunique et porter des morceaux de bois tout seul plus fort, peut-être que cette évolution-là n'est pas souhaitable. Et en tant que professionnel, en tant qu'homme de métier, évoluer, c'est aussi être en capacité de donner un sens, de donner une direction. Et j'aime bien cette image, et aussi être capable de s'arrêter, de réfléchir et de dire que c'est pas grave. Et cette direction, ce sens, on peut le donner à partir de quoi? Vous pratiquez tous un métier à forte sensibilité, que ce soit une sensibilité technique, que ce soit une sensibilité manuelle, que ce soit une sensibilité artistique. Et l'évolution, elle se regarde aussi à travers cette sensibilité-là, à travers ce qui vous a construit, ce qui a fait de vous des hommes et des femmes de métier, et qui vous évitera probablement dans l'avenir de faire des grosses erreurs qui pourront soit vous coûter une entreprise ou une carrière, soit vous coûter, Fabien parlait tout à l'heure de risques psychosociaux. Il n'a pas dit comme ça, mais finalement, la surutilisation d'outils numériques, ça mène à ça. Ça mène à des dépressions, etc. Et l'évolution, c'est aussi être en capacité de la regarder en face et de la regarder à partir de ce qu'on connaît. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce que on est dans un monde qui va vite. Et je me souviens d'une entreprise dont je faisais partie, s'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient arrêté mon ancien patron, il achetait tout un tas de logiciels qui ne lui auraient jamais servi à rien si ce n'est couler sa boîte. Et ça, par exemple, vous, ça vous semble rigolo parce que vous avez probablement tous moins de 25 ans et qu'un logiciel, vous savez faire quelque chose avec. Sauf que dans 20 ans, il arrivera peut-être quelque chose dont vous ne saurez pas quoi faire. Et là, il faudra à la fois s'appuyer sur la jeunesse, parce que vous ne le saurez plus, et puis à la fois regarder au prisme de ce que vous êtes et de ce que vous avez envie de faire si ce qu'on vous propose vous sert, vous, en tant que professionnel. Se former. Alors, ce que je trouve chouette, là, c'est que j'ai un panel de jeunesse devant moi qui vont sortir d'ici 1 an, 3 ans, avec un formidable diplôme d'ingénieur, un formidable diplôme d'architecte et une formidable reconnaissance de compagnon. Sachez un truc, hein. À la seconde où vous aurez mis les pieds dehors de votre école, vos connaissances seront obsolètes. Il y a 2 ans, j'ai passé une licence en énergie renouvelable et construction durable. Je suis sorti de mon stage, j'ai ouvert un magazine et j'ai dit « Ah ouais, bah tiens, voilà, ça c'est nouveau. » Et tout ce que j'ai vu derrière, c'est bouleversé par rapport à ce truc nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire de thunes?
C'est pas exactement le message que je voulais faire passer. Ça veut dire qu'en fait, des études, il faut en faire toute sa vie. Parce que, comme ce qu'on disait, il y a certaines choses qui sont assez immuables, les lois de la physique, si je lâche ça avant que ça monte, il se sera passé quelque chose. Donc il y a certains fondamentaux qui changeront probablement jamais. Par contre, les compétences liées, les connaissances liées à nos professions, à nos métiers, et puis même à notre vie quotidienne, elles sont en mutation permanente. Et c'est en ça qu'il faut continuellement se former, s'informer aussi. Quand on dit tout au long de sa vie, avant c'était un concept, la formation tout au long de la vie. Pour les plus anciens, on a toujours entendu parler de formation tout au long de la vie, c'est un espèce de rêve. Maintenant c'est une réalité, et celui qui ne se formera pas en permanence, alors ça peut être un tuto sur internet, ça peut être reprendre une vraie formation, comme ça arrive maintenant de façon de plus en plus simple, mais cette formation tout au long de la vie, c'est quelque chose auquel il ne faut surtout pas couper, et puis si possible rendre ça agréable. Et puis, pour que ce soit agréable, j'ai envie de dire que on a la chance d'avoir des métiers passionnants, en tout cas pour ceux que je détecte là. S'informer, comprendre, partager aussi. Partager parce que on est dans une ère qui me plaît beaucoup, c'est l'ère de la collaboration, du faire ensemble, du partage de connaissances, on vient par les logiciels libres. J'étais il y a 2 ans dans une conférence pendant la COP21, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelait POC 21, Proof of Concept. Ça vous parle? Tapez ça sur Internet, ils ont mis pendant une 50aine de jours 100 designers, architectes, ingénieurs, makers, ils ont mis tout ça dans un manoir pendant, je crois que c'est une 50aine de jours, et ils leur dit, voilà, vous avez du matos, vous faites ce que vous voulez. Ils ont sorti des trucs magiques. Une douche qui récupère l'eau, un groupe électrogène solaire pour faire des free parties dans les bois, enfin, des trucs géniaux, vraiment. Et puis, il y avait Tuffer. Si, je t'assure. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est au-delà de leur création, au-delà de ce qu'ils avaient réussi à créer ensemble, c'était cette conférence, et puis du coup, ça devait être une jeune fille, elle devait avoir quoi, 22, 24 ans, je pense, pas plus, qui faisait la conférence et qui expliquait qu'en fait, ils avaient toutes leurs conceptions, ils les avaient mis en open source sur Internet. Et là, stupeur. Hein. Dans la salle, stupeur. Puis alors là, du coup, de façon très très caricaturale, un vieux papy qui se lève, donc du coup, ça aurait pas pu être un jeune, non, il fallait que ce soit le vieux, aux cheveux longs, enfin, ça se voyait, et dit, mais jeune fille, c'est beau de rêver, mais comment vous allez gagner votre vie demain si vous donnez toutes vos conceptions? Et là, l'histoire aurait pu s'arrêter là, et tout le monde serait reparti en disant, ouais, c'est génial, en fait, c'est bien les jeunes, mais ça sert à rien ce que vous faites. Elle a répondu à un truc qui m'a marqué. Alors déjà, ça m'a marqué parce qu'elle était tellement sûre d'elle que c'était ça qui serait le monde de demain, que ça posait même plus de questions à la fin. Et ce qu'elle a répondu, c'est, en fait, on ne s'est pas compris. On est des milliers à mettre nos conceptions sur Internet, et on est des milliers à plus avoir besoin de réfléchir à ce qu'a réfléchi l'autre. Et en fait, ça nous permet de faire améliorer de façon systémique les conceptions. Et son travail, comme elle était designer, son travail, c'était, et elle l'a dit, c'est de rendre à vous, monsieur qui vieillissez, accessible cette conception dans votre quotidien à vous, et qui n'est pas le même que celui d'une famille une jeune famille de parents. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, cette économie du partage, qui peut être soit Uber, avec toutes les dérives qu'on connaît, ou soit de la co-conception et créer des bibliothèques de données partagées, partageables, améliorables, etc., bah finalement, c'est peut-être ça, le monde de la construction de demain. D'arriver avec des plans de travail, des cuisines qui sont déjà faits, des choses qui sont imprimables en 3D pour faire des charnières, parce que peut-être que l'hégémonie des quincailliers, c'était avant. Moi, j'y crois assez fortement, d'ailleurs, à ça. Voilà. Et donc, partager. Et puis, je finirai sur quelque chose qu'on ne dit pas souvent quand on parle de métier, pour rêver. Pour rêver parce que faire ce qu'on fait au quotidien, rêver, déplacer les frontières et être en mesure d'accueillir ces transitions finalement avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme. Voilà, j'espère qu'on vous aura apporté quelques bons moments, un regard partagé sur le monde qu'on est en train de vivre, et je pense qu'il reste un petit peu de temps pour des questions si vous le souhaitez. Voilà. Si quelqu'un comprend la phrase...
Vous me l'expliquez. Hein. Vous parlez des avancées technologiques comme d'une solution, enfin comme d'une évolution. Est-ce que finalement vous ne pensez pas qu'avec le déclin de demain et l'effondrement, finalement c'est pas une fausse solution? C'est une belle question. On commence fort ce soir. Parce que finalement, certains scientifiques, quand ils mettent une date dessus, c'est dans les prochaines années, entre 2020, 2030, 2040. De quoi, le déclin du monde? L'effondrement de la société qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y aura encore des ordinateurs? Est-ce qu'on sera incapable finalement de les construire avec tous les matériaux qui est aujourd'hui? Est-ce qu'on sera capable de les acheter? Je ne sais pas prédire du tout l'avenir. Je ne promeux pas non plus du tout les nouvelles technologies. Ce que je peux dire, c'est que dans le croissant de la consommation énergétique de tout à l'heure, on n'a pas du tout la consommation énergétique de tout ce qui est numérique. On n'a pas non plus tout ce qui est consommable et consommation et impact sur l'environnement de toutes les matières premières nécessaires pour la construction d'un smartphone. Qu'on n'est pas encore en capacité, non, de se restreindre à une forme de technologie ou de se dire finalement on en a assez et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Finalement, pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de se dire qu'il ne faut pas changer de schéma, qu'on continue sur le même schéma et qu'on se dit je donne un avis très personnel, et qu'on se donne pour solution, et je pense que le BIM, comme nous l'a été présenté jusqu'à aujourd'hui, c'était la solution magique, c'était la technologie. Et on ne se pose pas réellement la vraie question. La vraie question, c'est que si on ne prend pas le temps de construire ensemble, c'est qu'on nous dit qu'on n'a plus le temps. Et c'est la même chose sur les risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est pas nouveau, ça a toujours été. C'est juste qu'aujourd'hui, on est sur un système où on croyait que ça allait nous permettre de gagner du temps, une nouvelle technologie, qu'on allait pouvoir être plus efficace. Plus efficace pourquoi? Pour prendre plus de temps pour nous? Non. Plus efficace pour avoir plus de temps pour travailler? Peut-être. Donc vous voulez poursuivre là-dedans dans l'idée que l'effondrement sera peut-être pas là, quoi. Enfin, qu'il y aura d'autres avancées qui feront qu'on pourra surmonter. Je pense que la conclusion de Jocelyn me va très bien. Moi, je suis là pour rêver, et moi, je rêve pas du monde où il y a un effondrement. Je rêve pas du monde. Alors, je sais pas, je ne comprends peut-être pas l'essence du mot effondrement que tu donnes. Peut-être que je connais pas le concept. En fait, je pense que ce que parle ma voisine, c'est que l'effondrement, c'est quelque chose qui a été théorisé par quelques auteurs, dont Pablo Servigne, et qui explique que face à tous les montées des océans, réchauffement de température, perte de la biodiversité, tout ce que vous avez expliqué, l'ensemble de ces facteurs réunis sont quand même de forts indicateurs pour qu'il y ait une grande probabilité que d'ici une cinquantaine d'années, 80 ans, il y ait peut-être quelque chose de ce que Alicia appelle effondrement. Voilà, c'est ça, donc elle part. Et elle voulait savoir ce que vous en pensez. Ouais, d'accord, ok. Je ne pense pas que la technologie soit une solution pour empêcher l'effondrement ou peut venir en aide à l'effondrement. Je pense que c'est l'homme et la façon dont l'homme va utiliser les technologies, quelle que soit cette technologie, qu'elle soit numérique, mécanique, enfin quelle que soit l'innovation, ça dépendra de comment il la place dans la société, quoi. Principalement. Et pour le temps que le micro change de main, je suis embêté parce que Servigne, c'est assez étayé ce qu'il dit. C'est plutôt étayé. Il n'est pas le seul à avoir un esprit bien foutu et il n'est pas le seul à dire ça. Ce que j'ai lu récemment m'amène une autre forme de réflexion et qui est beaucoup moins, d'un certain propos, et beaucoup moins radical que l'effondrement qui est décrit, qui est un effondrement global, instantané et, on va dire, mondial. Et en fait, c'est oublié, et Servigne, il regarde ça par la loupiote d'un occidental. Il oublie de dire qu'à d'autres endroits du monde,
l'effondrement, en fait, nous, on va tomber de très haut si on n'a pas d'électricité. Il y a des endroits où ils s'en foutent trop complètement. Ou presque. Et ça me fait penser un peu à quelqu'un qui me dit « Ouais, mais on n'arrivera jamais à remplacer le nucléaire avec de l'éolienne. » Oui, c'est vrai. À quelque chose près, on est à peu près sûr de ça. Et en fait, c'est comme si on n'avait que deux solutions. Soit on continue dans un accroissement un peu fou, ce qu'on vit aujourd'hui, ce que je cautionne pas particulièrement, je cautionne... J'ai entendu parler de Négawatt tout à l'heure. Négawatt, je trouve que c'est un super modèle pour se sortir d'une crise énergétique et qui est en train de devenir une crise sociale. Hein. Vous avez raison d'en parler tous les deux. Sauf que pour moi, il y a d'autres sortes. Il y a d'autres possibilités de sortie. Il n'y a pas l'effondrement ou pas l'effondrement, en fait. Il y a aussi certaines choses qui vont s'effondrer, c'est évident, et d'autres qui vont aussi réémerger derrière ça. La question qui va se poser, c'est quel modèle politique international va être mis en place pour donner une réponse intéressante ou pas à ces carences énergétiques et tout ce qui va découler. Mais je pense que c'est peut-être on peut en parler longtemps, hein, mais le numérique ne résoudra pas tout, les énergies renouvelables non plus, le bon sens, encore qu'on a vu ce que ça pouvait donner parfois, le bon sens, pas forcément la meilleure chose. Après, je pense qu'il faut, à son échelle, accompagner ce changement. Et pas uniquement s'appuyer sur les théories de l'effondrement. C'est quand même un peu pas évident d'envisager l'avenir sur une théorie comme ça. Aussi, il y a des gens qui s'appellent les survivalistes. Moi, j'ai choisi de ne pas rentrer dans leur théorie, quoi. Oui. Bon, j'ai l'impression que l'ambiance est plombée, là. Mais ils ont raison, hein, parce que c'est un sujet qui... Ce sont des sujets extrêmement importants. Bon, moi, il se trouve que je fais un cours en première année à l'école où je raconte des choses un petit peu comme l'autre, peut-être un tout petit peu différemment. Et puis, il y a dans les gens qui sont inspirants par rapport à ce que peut être l'avenir du monde, moi, je vais mettre c'est Darwin. Et Darwin, il y a des choses extrêmement intéressantes et qui portent à réfléchir par rapport à ce que vous avez dit. Darwin, il disait, les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Voilà. Nous sommes une espèce comme les autres sur cette planète, et on a peut-être à réfléchir à ça, et puis, bon, moi je suis pas pessimiste par rapport à l'avenir du monde, et puis, pour conclure sur notre délibérément optimiste par rapport à ce que vous avez dit, il y a des tas de choses que je partage, sauf votre histoire sur le bois et ses capacités d'isolation, mais ça c'est autre chose. Il y a quelque chose que j'utilise aussi de temps en temps, je sais pas de qui c'est, enfin peu importe, on va dire que c'est de moi. Qui dit la chose suivante, si la science permet de comprendre, si la technologie permet de le faire, seul l'art permet d'espérer. Et c'est une question qu'on peut aussi se poser par rapport à ce que sont ces collaborations entre l'architecture, les technologues, etc., etc. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus et je ne monopoliserai pas davantage la parole, parce que j'ai la réputation d'être un monopolisateur de parole. Ça me fait... Normalement, c'est Fabien qui me le rappelle en plein milieu de la conférence que... Et là, il a oublié, je pense qu'il n'était pas là, qu'il y a un quatrième pilier qui a été rajouté entre 2002 et 2005 au développement durable. En fait, quand j'ai pas mon pense-bête, je file tout droit. C'est la culture. La notion culturelle a été ajoutée à la notion environnementale sociale, aux notions environnementales, sociales et économiques, parce qu'en fait, ils se sont... 30 ans après, quand même, c'est long. Ils se sont interrogés sur le fait que, est-ce que un projet, une société sans culture, pouvait être durable? Bon, en fait, non. Alors, en étant compagnon, je remonte assez rapidement au XIIe siècle, au moment où on construisait des cathédrales, et c'est pas juste trois tailleurs de pierre et 4 charpentiers qui se sont dit « Tiens, on va continuer à faire des belles charpentes et des belles églises ». C'est pas ça qui a fait que le compagnonnage a vécu jusque dans une société du XXIe siècle. C'est la question de la culture. Une autre remarque ou un... Il y a... je remarque, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu
beaucoup de négatif dans ce qu'on dit, j'en sais rien. Je me rends peut-être plus compte. Moi, il y a un projet sur lequel tu as bossé à Lille, et même la façon dont vous échangez aujourd'hui en équipe, les mentalités sont en train de changer. À Lille, ils ont monté un projet de rénovation, c'est ça, hein, avec Habité 2030, une association. Et pareil, donc des archis qui sont venus voir les compagnons pour travailler avec eux. Et moi, quand j'étais sur le Tour de France, quand un architecte, un ingénieur ou un designer venait me voir, c'était pour que j'exécute. Et il n'y avait que cette notion-là qui importait. Et là, les archis, quand on leur a demandé pourquoi vous venez, et ben la première chose qu'ils nous ont expliqué, c'est on a envie de changer de modèle. On a envie de revoir le modèle dont on construit un bâtiment. Et non pas le modèle, le bâtiment lui-même. Comment on travaille ensemble. Et moi, on n'a pas besoin d'exécutants, enfin, on en a besoin bien évidemment, mais on va surtout comprendre et mieux comprendre et plus échanger avec vous. Et donc du coup, je pense qu'il y a quand même cette envie ambiante de changer les modèles et de revoir les organisations. Et s'il y a, on va dire, un bénéfice à la révolution digitale, au digital native, à la génération 4C, la génération Z, peu importe comment on la nomme, je m'en suis vraiment aperçu ce jour-là où je me suis dit, bah, en 10 ans, ça a sacrément muté, quoi. Il y avait vraiment une autre forme de relation qui était en train de se mettre en place. Vous êtes pressé de retourner sur vos machines. J'ai vu qu'il avait utilisé son smartphone, je vais prendre des chiffres là. Exactement, tout à fait, exactement. Mais tu vois, c'est un petit intérêt quand même. En fait, ma question était, enfin non, c'est plutôt une remarque. Tout à l'heure, vous avez parlé de E+, c'est moins, et ça me fait penser à l'émission de Carbone. Et il y a Jean-Marc Jancovici, peut-être certains d'ici connaissent, qui a théorisé les choses et a calculé les choses. Donc c'est la remarque que je veux faire, c'est que si on veut maintenir les 2 degrés dont vous avez parlé, jusqu'à la fin du siècle, là jusqu'au 21e siècle, nous avons le droit d'émettre la moitié, tous ensemble, de carbone que ce qu'ont émis tous les gens pendant le 20e siècle. Donc ça change complètement nos modes de vie. Voilà, je voulais savoir, vous, ce que vous en pensez. Non, vous qui avez creusé la question, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, mon travail, c'est ni d'être sociologue ni climatologue. Je me permettrai jamais d'essayer d'avoir... Non, mais c'était juste pour rappeler le fait que je vais répondre. Pour les 2 degrés dont vous avez parlé, il faut bien se rendre compte que nous n'aurons le droit d'émettre que la moitié de ce qui a été émis pendant le XXe siècle. Ouais, je suis désolé, j'insiste, c'est juste pour que ça, qui est un endroit. T'as raison, en fait, d'insister. T'as complètement raison. Alors, mon regard là-dessus, il est... Moi, je suis un pessimiste joyeux. Mais lui, il me connaît. Je passe plus de temps avec lui qu'avec ma femme, c'est incroyable. Pourquoi je dis que je suis un pessimiste joyeux? Parce que je sais que les 2 degrés, c'est mort. C'est plié. Évidemment que c'est plié. Évidemment même que c'était plié avant la COP21. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui étaient à la COP23 disent de toute façon, depuis la COP21, on n'a rien fait. Et c'était même prévu dans la COP21 qu'on n'allait rien faire. Puisqu'on s'était déjà donné 5 ans pour commencer à faire quelque chose, si ma mémoire est bonne. Ouais. Est-ce que je peux rajouter un autre chiffre? C'est que... Moi, je vous défie de le faire sans téléphone. Moi, Ah, je l'ai fait sans. Non, pardon, bien sûr, vas-y. C'est que finalement, la différence de température en Europe avec la dernière ère glaciaire, la différence avec aujourd'hui, elle est que de 4 degrés, quoi. Donc, avec 4 degrés, c'était l'ère glaciaire en Europe. Donc, qu'est-ce qui va se passer alors que là, on parle... Alors là, pour le coup, ça Vous pouvez dépend pas répondre, mais c'est glaçant. Quoi. Si, parce qu'en fait, je suis obligé de mettre un bémol, parce que quand on est là avec le micro, on n'a pas la même responsabilité que quand on est là. C'est-à-dire qu'en fait, des gens pourraient me reprendre pensant que j'ai la science infuse sur le sujet, ce qui n'est pas le cas. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas climatologue, je ne suis pas sociologue. En revanche, il n'y a pas que la question de l'augmentation de la température. J'ai lu un article il y a une dizaine d'années qui parlait de l'arrêt du Gulf Stream. Et là, il est en train d'arriver.
Le Gulf Stream fait qu'il ne fait pas la même température à Montréal qu'à Brest. Il n'y a pas que la question de l'air glaciaire. En fait, c'est multifactoriel. Et il y en a un qui bouge à un endroit, ça ne fait pas la même chose. Pour revenir sur la question des 2 degrés, parce que celle-là, elle est intéressante. En tout cas, elle a le mérite de... Pour moi, ces 2 degrés-là, c'est pas de la mécanique. C'est pas de la science, c'est de la communication. Et quand on dit qu'on va dépasser les 2 degrés et que ça fera ça, j'ai assisté il n'y a pas très longtemps à une conférence d'un des climatologues du GIEC. Alors moi j'ai fait une conférence rigolote par rapport à celle que j'ai vue pendant 2 heures. Donc déjà il y avait un mot sur 4 que je ne comprenais pas, mais bon c'est normal, je ne suis pas climatologue. Mais c'est que lui il ne dit pas ce que je dis. Lui il commence par dire, on va dans le mur est gros et on va vite. Voilà. Là, c'était quand même une mise en bouche un peu sympathique. Mais en fait, il y a quelqu'un dans la salle qui lui a dit non, mais monsieur, arrêtez. Arrêtez de nous dire ces choses-là. Il dit non, moi je dis rien. Les chiffres disent. Et effectivement, ce qui disait que les 2 degrés sous lesquels on peut encore limiter certains facteurs d'emballement. Certains. Parce qu'on ne sait pas tous à quel plafond il se déclenche et surtout qu'est-ce que un va amener l'autre. Le gel du permafrost, par exemple, enfin le dégel du permafrost, c'est la couche de terre glacée qui dégèle jamais en Russie, dans les steppes de la Russie notamment. Si ça dégèle, pardon, tout ce qu'il y a dessous, ça remonte. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est à 2,2 ou 2,8 ? Mais c'est à ça que ça va se jouer. Et ça va se jouer avec une approche de plein de facteurs qui vont se superposer les uns les autres. Et pourquoi je dis que je suis un pessimiste joyeux ? Parce que déjà, je pense qu'il vaut mieux danser sur la vie que rester assis et attendre que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'il faut consommer tout brûler parce qu'on a tout... ouais, je vais être grossier. Parce qu'on a tout cramé. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que mon travail, c'est d'accompagner à ce qu'on se dise, ça va arriver. Que 30 000 migrants, on ne sait pas les gérer, que quand il y en aura 500 millions, de toute façon, il faudra les gérer, on ne pourra pas tous les tuer. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils seront plus nombreux que nous. C'est tout. C'est de la mécanique. C'est ça que je veux dire. En fait, j'ai lu Servigne, j'ai lu certains trucs de Jean Covici. Jean Covici, il dit, il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre tout de suite. Et pour ça, il faut mettre des centrales nucléaires. C'est un peu ce que dit Jean Covici. On était 10 dans une salle, on a discuté pendant 1 heure. Pour lui, la solution décarbonée, c'est le nucléaire. Moi, ce que j'aimerais bien me dire à Jean-Marc, c'est un peu ce que je vais dire, c'est d'aller élever ses enfants à côté d'une centrale nucléaire. En fait, la solution unique en matière d'énergie, elle n'existe pas. La seule, c'est la sobriété. Aujourd'hui, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, la preuve. On vit dans l'opulence, quand même. On n'est pas prêt, mais il faut s'y préparer. Parce que si on ne s'y prépare pas, ce sera de force. C'est ça que j'essaye de dire. Voilà. Je te rejoins carrément sur cette notion-là de petit essaimage, mais c'est peu. Et je vais réinsister sur un peu ce qu'a dit Jocelyn, puis ce qui a pu être évoqué sur les petits trucs. Et Jocelyn est venu manger à la maison et ma compagne en ce moment est toute contente. Elle gère super bien le tri, elle on va très très peu au supermarché. Et Jocelyn il dit oui ça il fallait le faire il y a 20 ans quoi. Et c'est vrai que cette notion d'essaimage, il faudrait que ça puisse. Ouais, c'est ça. T'as tout compris, c'est une super soirée entre collègues de boulot. Du coup, il n'a plus le droit de venir à la maison. Mais par contre, ces notions d'essaimage, ça prend quand même des belles ampleurs. Enfin, il y a quand même des villages entiers qui se mobilisent. Il y a des villages qui renaissent de leurs cendres grâce à ça. Enfin, c'est assez intéressant. Après, la problématique qu'on a, c'est que tant qu'on n'aura pas le nez dedans, on s'organisera pas. Et c'est vrai que la notion de réseau peut être intéressante. Pas la notion de réseau dans le sens réseau informatique, mais c'est comment on génère un réseau de tous ces éléments pour qu'ils puissent s'organiser et qu'il puisse y avoir un bras de levier beaucoup plus important finalement que ce qu'il y a dans une petite zone.
Et ce que j'essayais de dire, parce que ce que j'ai dit en vrai, parce que tu n'as pas fini la phrase que j'ai dit, c'était il y a 30 ans qu'il fallait le faire, parce que de toute façon, maintenant, c'est l'échelle collective qui va pouvoir avoir un impact. Ou tout au moins, donner un changement de direction suffisamment significatif pour que ça permette qu'en 2100, on ne soit pas dans un espèce de truc qui ne soit pas très joli à voir. Mais cette échelle collective, elle a plusieurs niveaux. Aujourd'hui, trier chez soi, à l'instant T, sur l'impact que ça a en vrai, ça ne sert plus à rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. C'est-à-dire que ça aura un impact dans 30 ans. Parce qu'on aura formé toute une génération à ne plus être comme la génération qui nous a formés à pas trier. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. C'est comment on se réadapte dans un monde qui va avoir besoin d'une autre façon de se comporter. Je crois beaucoup dans l'imprimante 3D. C'est la fin de l'obsolescence programmée. On peut imprimer une imprimante 3D avec une imprimante 3D. Et la boucle, elle est bouclée. Alors oui, c'est qu'un concept. Mais malgré tout, je discutais avec un industriel il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Saint-Gobain. Un petit truc. Une petite boîte là, qui est pas très loin d'ici. Ce que me disait Saint-Gobain, c'est qu'ils ont une filiale qui fabrique de l'électroménager. Et cette filiale qui fabrique de l'électroménager, elle garantit 10 ans ces machines à laver. Et les gens qui fabriquent des machines à laver garanties 10 ans doivent stocker pour 10 ans de pièces de maintenance pour des bâtiments immenses, qui ne sont évidemment pas en France. Et en fait, l'impression 3D, on parle de centaines de milliers de mètres carrés de bâtiments qui vont être rendus inutiles. Et c'est génial, parce que du coup, il n'y a pas besoin de les éclairer, il n'y a pas besoin de les chauffer, juste parce qu'on est capable d'imprimer en 3D toutes les pièces de la maintenance de la machine. Et ça, par exemple, c'est des choses qui, utilisées intelligemment dans nos métiers ou dans notre consommation, dans notre quotidien, c'est des effets très positifs du numérique et de ces nouveaux outils.